Forcément, il y a le numéro. Ah, si. C'est bon. Bonjour. 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 Vous m'entendez bien? Oui. Elle me laisse la télé allumée dans le salon. Putain. De quoi? Putain, mais que t'es pas connecté. Bonjour, bienvenue à ce webinaire partenaire du mois de septembre. Donc, comme traditionnellement, nous allons évoquer les actualités du mois de septembre 2024 et en Zoom, nous allons faire un zoom sur les bonnes pratiques de déclaration de ressources trimestrielles, RSA et PPA. Est-ce que vous voyez bien mon écran, le PowerPoint? Oui. Je sais pas si vous entendez encore. Alors, donc, l'allocation de rentrée scolaire. Donc, le versement a bien été réalisé. Tu peux me le remettre, s'il te plaît? On arrive. Petit problème technique. Hop. Alors, donc, l'allocation de rentrée scolaire, elle a bien été versée le 20 août. Donc, au total, 6 383 allocataires et 11 268 enfants ont bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire. Le montant total versé s'élève à 4 853 286 €, soit en moyenne 760 € par famille. Pour rappel, donc l'ARS est versée aux familles sous condition de ressources afin de les aider à assumer le coût de la rentrée. Les montants de la rentrée 2024 sont les suivants. Donc, pour les enfants de 6 à 10 ans, 416,40 €. Pour les enfants de 11 à 14 ans, 439,38 € et pour les enfants de 15 à 18 ans, 450,60 €. Ah, je vais vous faire rentrer en liste d'attente. Je peux faire rentrer les gens. Oui, donc je vais bien vous faire rentrer en liste d'attente. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les enfants de 6 à 16 ans, le versement était automatique. Aucune démarche n'était à réaliser par les parents. Pour les jeunes entre 16 et 18 ans, les parents devaient attester que leur enfant est bien scolarisé à la rentrée scolaire. Donc, très simple, pour effectuer cette démarche, il leur suffisait de se connecter à la rubrique Mon compte du site caf.fr ou sur l'appli mobile. Mon compte et effectuer leur déclaration en ligne. Plus de 1900 familles ont réalisé cette démarche en Haute-Marne pour la rentrée 2024. Aucun justificatif de scolarité n'est à transmettre à la CAF. Pour les enfants de moins de 16 ans entrant en CP cette année, ils peuvent bénéficier de l'ARS en fonction des ressources du foyer. Un certificat de scolarité doit être récupéré auprès de l'école et envoyé à la CAF via l'espace Mon compte ou l'application mobile CAF Mon compte. Ah oui. Vous ne voyez pas le diapo, ça ne change pas. OK, je vais faire le nécessaire, désolée.
Est-ce que là, vous voyez le diapo? Oui, c'est bon pour moi. Oui. Ah, super. Donc, on reprend. Donc, on était sur l'allocation de rentrée scolaire. Maintenant, je vais vous parler donc des actions que mène la CAF pour accompagner les jeunes lors de cette rentrée scolaire. Donc, comme je vous en avais déjà parlé lors du webinaire du mois d'août, la CAF de la Haute-Marne a créé une page pour aider les jeunes dans leur démarche. Donc, c'est sur les pages locales du CAF.fr de la CAF 52, Aide aux jeunes Haute-Marne, qui recense toutes les informations utiles et les ressources sous forme de tutoriels et de vidéos. Comment faire une demande d'aide au logement, comment bénéficier de la prime d'activité, etc. On y retrouve également une foire aux questions et l'agenda des prochaines semaines. Donc vraiment, là, en cette rentrée, la page dédiée pour les jeunes, c'est Aide aux jeunes Haute-Marne. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de petites vidéos qui ont été tournées pour expliquer de manière simple aux jeunes les principales démarches qu'ils doivent faire. Donc comment faire une demande d'aide au logement, colocation ou vie maritale, les différentes notions. Alors, en cette période de rentrée, la CAF de la Haute-Marne verse également des aides individuelles au titre du règlement intérieur de l'action sociale. Donc, la CAF de la Haute-Marne est un acteur majeur des politiques de solidarité. Par son règlement intérieur d'action sociale, la CAF prend un engagement de solidarité et d'accompagnement en faveur des familles sous la forme d'aides financières qui permettent de trouver des réponses adaptées aux besoins et aux difficultés des usagers. Donc, à ce titre, un nouveau flyer a été créé pour présenter les différentes aides locales en faveur des familles, du temps libre, du logement ou encore des jeunes. Les aides individuelles s'adressent aux familles allocataires de la CAF ayant au moins un enfant de moins de 20 ans à charge et elles sont bien évidemment conditionnées aux ressources. Les aides sont également attribuées dans la limite des fonds disponibles. Les demandes d'aide doivent être réalisées directement à la CAF par mail à l'adresse suivante aideindividuelle@caf52.caf.fr. Donc en fait, le flyer, il est sur 2 pages et il est téléchargeable sur le caf.fr sur les pages locales du caf.fr. Donc en fait, c'est un petit flyer qui reprend toutes les aides qui existent en matière d'aide financière individuelle et classées en fonction des types d'aides. Les aides en faveur des jeunes, les aides aux familles, les aides aux vacances, les aides au temps libre et les aides liées au logement. Et vraiment, ce petit flyer, il est super intéressant parce qu'en fait, vous avez les conditions de quotient familial, puisque je rappelle, les aides du règlement intérieur d'action sociale sont conditionnées à ressources et surtout à quel type d'aide, à quoi elles servent en fait. Donc justement, on va faire un petit zoom sur certaines de ces aides. Donc la première des aides, c'est l'aide à l'énergie. En effet, lors de l'accompagnement individuel des familles, la problématique des dépenses liées au logement, notamment les dépenses énergétiques, constitue une source de fragilité des familles, a fortiori dans un contexte d'augmentation forte des coûts d'énergie. Une nouvelle aide à l'énergie a ainsi été créée en 2024 pour permettre aux familles de faire face à l'augmentation des dépenses énergétiques dans les conditions suivantes. Attribution d'un prêt sans intérêt jusqu'à 1 000 € pour les familles avec un quotient familial inférieur à 500 € afin de les accompagner dans le paiement d'une facture énergétique. La famille peut être propriétaire ou locataire. Mobilisation d'un prêt CAF sur la base de la présentation d'une facture, d'un devis énergétique de charbon, de fioul, de bois, de gaz, d'électricité ou granulé. Il est à noter que le versement se fera prioritairement au tiers. Le remboursement, il s'effectuera par prélèvement sur prestation, par le biais de mensualités d'au moins 35 € dans une limite d'1 an, avec la possibilité d'étendre le nombre de mensualités en fonction de la situation sociale. Afin de bénéficier d'une nouvelle aide à l'énergie, bien évidemment, le prêt en cours devra déjà être soldé. Ensuite, concernant les aides destinées aux jeunes, donc la première, c'est les aides au BAFA et au BAFD. Cette aide vise à favoriser la formation des jeunes aux fonctions d'animateurs et de directeurs dans un centre de vacances et de loisirs, permettant ainsi de contribuer à la qualité de l'encadrement. Le montant de l'aide nationale a été doublé à l'été 2023, passant à 200 €. En 2024, le montant de l'aide locale au BAFA et au BAFD
est majoré de 200 € pour les porter respectivement à 450 et 550 €, afin d'encourager l'inscription des jeunes aux sessions de formation, faciliter la recherche d'encadrants, d'animateurs dans le département et réduire le reste à charge pour les jeunes s'engageant dans ces formations. Donc, pour pouvoir bénéficier du BAFA ou du BAFD, le quotient familial doit être inférieur ou égal à 750 €. Donc, c'est bien sur le dossier allocataire des parents du jeune. C'est pas le jeune ne doit pas avoir son dossier à son propre titre. Il faut vraiment qu'il soit enfant à charge sur le dossier de ses parents. Une autre aide qui a été créée pour les jeunes, c'est l'aide à l'équipement informatique. Donc, cette aide, c'est un prêt social sans intérêt d'un montant maximum de 500 € pour l'acquisition de matériel informatique, ordinateur, imprimante et ou consommable, avec un remboursement de 35 € par mois par retenue sur prestation. Cette aide a été créée en 2020 dans le cadre du développement des nouveaux modes d'apprentissage. En 2024, cette aide est étendue aux jeunes jusqu'à 25 ans afin d'accompagner le démarrage, la reprise d'une activité ou d'une formation professionnelle universitaire. Donc, pour bénéficier de cette aide, le quotient familial à ne pas dépasser par la famille est de 800 €. Ensuite, troisième aide à destination des jeunes, il y a l'aide au parcours jeune. Donc ça, c'est une subvention et non pas un prêt à destination des jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner dans leurs projets professionnels afin de favoriser leur insertion sociale en prenant en charge des frais qui pourraient être un frein à leur projet. Donc, ça peut être des frais d'inscription pour des études supérieures, des coûts de la formation, du coût des logements, frais de mobilité, frais liés à l'alimentation. Donc, cette aide a fait l'objet en 2024 d'une majoration à 800 €. Et le quotient familial pour la famille doit être inférieur ou égal à 800 €. Alors, maintenant, en termes de loisirs, il y a l'aide qui s'appelle le passeport loisir. Donc, le passeport loisir, c'est une aide de la CAF pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants. Donc, le passeport loisir, c'est une aide exceptionnelle de la CAF de la Haute-Marne pour encourager les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive en Haute-Marne pendant l'année scolaire en bénéficiant d'une aide pour régler leurs frais d'inscription, de licence ou de cotisation. Donc, la nouveauté cette année, c'est que le passeport loisir n'a pas été envoyé en format papier, mais a été envoyé par mail. Donc, en fait, les mails, les notifications de droit au passeport loisir ont été adressées aux familles bénéficiaires par mail le mardi 27 août. Elles n'ont aucune autre démarche à réaliser. Les familles doivent être allocataires de la CAF de la Haute-Marne, assumer la charge d'au moins un enfant et avoir un quotient familial inférieur à 750 € au 30 juin 2024. Donc là, c'est bien les ressources 2022 qui sont prises en compte pour déterminer l'attribution ou non du passeport loisir. Donc cette année, 3326 familles sont éligibles au passeport loisir. Donc le circuit a changé en 2024 pour le passeport loisir. Donc déjà, les notifications ont été envoyées par mail et le formulaire passeport loisir 2024 que vous voyez est à télécharger sur le caf.fr. Et cette année, le passeport loisir sera versé directement sur le compte bancaire de la famille. La famille doit donc compléter le formulaire passeport loisir qui est à télécharger sur les pages locales de la CAF de la Haute-Marne et le faire compléter par l'association et la structure avant de le retourner à la CAF. Et les associations structures, du coup, cette année, n'ont plus rien à gérer. Parce qu'avant, le précédent circuit, c'était les associations qui s'occupaient de collecter tous les formulaires passeport loisir et on réglait directement aux associations. Donc là, cette année, vraiment, la nouveauté, c'est d'une part, les notifications de droit sont parties par mail. L'allocataire doit télécharger le formulaire sur caf.fr, le faire compléter par la structure, nous retourner le formulaire et nous procédons bien au paiement à la famille et plus à la structure. Donc, le montant du passeport loisir, en fait, varie en fonction des ressources de la famille et il y a une majoration s'il y a un enfant porteur de handicap. Donc, pour pouvoir bénéficier du passeport loisir, les activités doivent bien être organisées par une structure implantée en Haute-Marne, même si l'activité se déroule dans un autre département. Sont exclus les accueils de loisirs, les activités ponctuelles, cinéma, les activités pendant le temps scolaire, les activités en centre de vacances. Donc, le montant du passeport loisir varie de 20 à 40 € selon les ressources de la famille et il est majoré de 20 € pour les enfants porteurs de handicap. Donc, en fait,
c'est pour les enfants qui bénéficieraient de l'allocation d'éducation aux enfants handicapés. Le passeport loisir doit impérativement être retourné complété par la structure à la CAF avant le 31 octobre 2024. Au-delà de cette date, aucune aide ne pourra être versée à la famille. Alors, à ce titre, pour bien expliquer le nouveau circuit en matière de passeport loisir, la CAF sera présente ce samedi au Forum des associations à Chaumont. Alors, cet été, nous avons été mobilisés sur l'accès aux droits. En effet, afin d'accompagner au mieux les usagers dans leurs démarches et leurs droits, la CAF a mis en place cet été une démarche proactive d'accès aux droits par le biais de contacts sortants. Donc, en fait, on a appelé les allocataires pour les informer de leurs droits éventuels ou de certaines démarches à effectuer. Donc, c'est cette démarche proactive. Donc, le but, c'est d'informer les usagers sur les démarches qu'ils doivent réaliser. Par exemple, des pièces manquantes sur leur dossier. En fait, pour chaque dossier pour lequel il nous manque une pièce, qu'on a réclamé une pièce à l'allocataire, systématiquement, les allocataires ont été contactés pour leur dire « Attention, il nous manque telle pièce sur ce dossier ». Les allocataires ont également été contactés lorsqu'il y avait un contrôle en cours sur le dossier, afin de leur expliquer l'objectif du contrôle et surtout quelles pièces justificatives on attendait. Des appels sortants ont également été réalisés pour accompagner les allocataires dans une demande de prestation, l'étude de leur dossier faisant apparaître un droit potentiel non valorisé. Et puis, on a également appelé les allocataires lors de la liquidation du dossier, lorsqu'une créance a été notifiée, ils ont été systématiquement appelés afin de leur expliquer l'origine de l'indu. Et surtout, leur expliquer les bonnes pratiques pour qu'à l'avenir, ils ne fassent plus la même erreur afin d'éviter la réitération de l'indu. Donc, cette démarche est matérialisée par la réalisation de plus de 800 appels sortants au cours des 2 derniers mois, renforçant la personnalisation de la relation usagée au niveau départemental. Donc, une évaluation de la démarche est en cours. Sachant que là, la démarche, elle est en phase de test jusqu'au mois d'octobre. Alors, justement, un petit focus sur comment rembourser une créance à la CAF. Donc, si l'usager a perçu des prestations auxquelles il n'avait pas le droit, la CAF lui réclamera le remboursement des sommes perçues à tort. Alors, pourquoi un trop perçu? Une évaluation de la situation déclarée tardivement à la CAF, parce que je rappelle, tout changement de situation a un impact sur le calcul des droits de l'allocataire. Donc, vraiment, l'allocataire, il doit systématiquement penser à faire tout changement de situation sur son espace personnel du CAF.fr. Et puis, une autre possibilité d'indu, c'est vu qu'on fonctionne en matière déclarative à la CAF, on génère derrière des contrôles. Et lors de contrôles, que ce soit des contrôles sur pièce ou via un contrôleur assermenté, il se peut que la situation réelle de l'allocataire soit différente de la situation que l'on connaissait et du coup, génération d'un trop perçu. Donc, peu importe que le trop perçu provienne d'un oubli ou d'une erreur, toutes les sommes dues doivent être remboursées à la CAF. En revanche, s'il s'agit d'une omission volontaire ou d'une fausse déclaration, non seulement l'usager doit rembourser le trop perçu, mais la CAF pourra ajouter une pénalité financière ou intenter une action en justice. Donc là, concrètement, c'est quand on considère qu'il y a une fraude. Donc, une fois que la créance a été notifiée à l'allocataire, plusieurs possibilités de remboursement s'offrent à lui. Donc, ce qui est souhaitable, mais pas forcément réalisable, c'est le remboursement en une fois. Donc, si l'usager ne dispose pas de la somme, il peut régler en quelques mensualités. En l'absence de remboursement, la CAF effectuera des retenues sur ses prestations familiales et contactera l'allocataire si le montant des retenues est insuffisant. En effet, on a un service qui contacte l'allocataire pour leur demander de faire des remboursements complémentaires. L'allocataire peut également rembourser le trop perçu par prélèvement automatique sur son compte bancaire. Et puis, il y a une autre façon également de pouvoir rembourser un trop perçu qui est plus rapide et sécurisé, c'est payer en ligne depuis le CAF.fr. En effet, la CAF de la Haute-Marne propose un service de paiement en ligne sécurisé par carte bancaire pour le règlement des dettes. Cette solution est accessible depuis l'espace personnel, gratuite, rapide et 100% sécurisée. Cette solution est plus économique qu'un virement bancaire ou un envoi par courrier. Donc, si l'allocataire a une question par rapport au remboursement d'une créance, il est possible de joindre un conseiller du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 au numéro suivant 09 78 97 65 21. Alors, nous sommes également dans une démarche d'écoute usager. L'objectif, c'est vraiment d'offrir un service personnalisé aux usagers. Et pour cela, le mieux, c'est de les contacter pour savoir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils attendent de la CAF. Donc, la CAF à votre écoute lance sa 4e enquête nationale. Donc là, le thème de cette enquête, c'est la prévention et l'accompagnement des séparations de couple. L'enquête vise donc à recueillir l'avis des usagers sur ce que nous pourrions proposer pour accompagner au mieux les couples dans ces situations. Parents, non-allocataires en couple, séparés ou en cours de séparation, les usagers peuvent partager leur expérience et leurs besoins pour permettre à la CAF d'accompagner au mieux les familles dans les situations de crise. Les réponses serviront pour tester de nouvelles solutions dans certaines CAF sur la période 2024-2025. Donc là, l'enquête sur le site lacafavotreécoute.fr, elle est ouverte jusqu'au 8 septembre. En matière d'écoute usagée, il y a également une autre enquête qui est en cours, c'est l'enquête sur les aides aux vacances de la CAF. En effet, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc la CAF de la Haute-Marne, au titre du règlement intérieur d'action sociale, verse certaines aides, et notamment des aides aux vacances. Donc les usagers, pour les aides aux vacances, ont été informés en février dernier de leurs droits et de la possibilité de réserver leurs vacances dans une structure de vacances labellisée VACAF. Or, on s'est aperçu que certains n'ont pas utilisé cette aide. Ainsi, afin d'améliorer notre offre de service, mieux connaître les besoins et proposer des évolutions dans les aides de la CAF, nous avons besoin de leur avis. Donc du coup, pour ces personnes bénéficiaires des aides aux vacances, un questionnaire leur a été adressé fin août. Cette enquête ne prend que quelques minutes. Les informations recueillies sont bien évidemment confidentielles et traitées de façon anonyme. Seuls les résultats agrégés anonymes sont conservés au-delà d'un mois à compter de la fin de l'enquête. Donc vraiment, c'est pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer et que les aides aux vacances soient mieux utilisées par les bénéficiaires. Voilà en matière d'écoute usagée. Alors, comme vous en avez l'habitude, à chaque webinaire, on vous sensibilise. Nous sommes toujours en train de recruter des techniciens de service à l'usager. Donc, leur activité principale, c'est la réponse téléphonique pour la CAF et également le traitement des mails. Donc, pour cette nouvelle session, la prise de poste, elle est prévue le 30 septembre avec une formation de 3 semaines organisée par la CAF. Les candidatures sont adressées à l'adresse suivante, ressourceshumaines.caf52@caf52.caf.fr. Donc, les prochains rendez-vous de la CAF. Le prochain webinaire partenaire, ce sera le lundi 7 octobre à 10h30. Et comme l'année dernière, on met en place une réunion partenariale d'accès au droit. Donc, l'objectif, c'est une information sur l'offre de services de la CAF, présentation des projets et des réformes en cours à venir. Parce qu'effectivement, 2025, il y a beaucoup de réformes qui vont être mises en place. La réforme France Travail et l'adossement DRM pour la prime d'activité et le RSA, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer automatiquement les revenus d'activité pour les déclarations trimestrielles de RSA et de prime d'activité. Donc l'objectif de cette réunion partenariale qui aura lieu le vendredi 18 octobre à 13h30 aux archives départementales à Chaumont, c'est vraiment de vous présenter les réformes à venir. Donc les inscriptions, c'est auprès du secrétariat de direction de la CAF avant le 16 octobre à l'adresse mail suivante, secrétariat de direction @caf52.caf.fr. Donc, après les actualités de ce mois de septembre, un traditionnel Zoom. Et ce mois-ci, le Zoom, c'est sur les bonnes pratiques liées aux déclarations de ressources trimestrielles, RSA et prime d'activité. Donc, la déclaration trimestrielle de ressources, je ne vous apprends rien, c'est que tous les 3 mois, en matière de RSA ou de prime d'activité, il faut réactualiser ses ressources. Alors, pourquoi déclarer ses ressources tous les 3 mois à la CAF? Donc, déjà pour une mise à jour régulière des droits et un montant au plus proche de la situation et des besoins. Effectivement, les montants seront plus proches de la réalité en les recalculant tous les 3 mois que tous les ans. Donc, attention par contre, pour éviter une rupture de droit, si la déclaration trimestrielle n'est pas refaite tous les trimestres,
bien évidemment, le RSA ou la prime d'activité ne pourra pas être calculé. En revanche, l'allocataire bénéficiaire de RSA ou de prime d'activité a systématiquement une alerte sur son compte personnel CAF.fr. Il reçoit un mail également. Donc, l'allocataire doit faire sa déclaration trimestrielle RSA ou prime d'activité. Eh bien, il faut se rendre sur le CAF.fr, donc soit sur le site en ligne, soit sur l'appli mobile. Donc, bien évidemment, il doit se connecter à son espace personnel dans l'onglet Mon compte. Ensuite, donc, soit il se connecte avec ses identifiants, soit il se connecte par l'intermédiaire de France Connect. Donc, les identifiants, je vous rappelle, c'est le numéro de sécurité sociale et le mot de passe. Le mot de passe, il est vraiment personnel. On n'a plus accès, nous, au mot de passe des allocataires. Donc, la déclaration trimestrielle peut se faire donc, sur le site ou via l'appli en ligne. Alors, quand déclarer ses ressources trimestrielles? Donc, l'allocataire, au moment de devoir refaire sa déclaration trimestrielle de RSA, il a une alerte sur son compte, vous voyez, ça s'affiche en rouge, et il a également un mail. Donc, lorsqu'il arrive sur son espace personnel pour déclarer ses ressources trimestrielles de RSA ou de prime d'activité, soit il clique sur l'alerte, soit il clique dans son espace personnel sur mes ressources, et il va arriver à l'onglet de déclaration des ressources trimestrielles. Donc, avant de déclarer ses ressources trimestrielles, il doit accepter les conditions d'utilisation et ça lui indique également les documents et informations indispensables pour effectuer sa démarche. Donc, concrètement, le plus souvent, les bulletins de salaire ou les relevés de prestations, puisqu'il nous faut maintenant le net social. Et puis, avant de passer directement à la démarche de déclaration des ressources, l'allocataire, en fait, il doit confirmer son profil, sa situation familiale, sa situation professionnelle, les enfants, son adresse. En fait, nous, ça nous permet, en fait, chaque trimestre, à vérifier que les informations qu'on connaît sur le dossier allocataire sont correctes. Donc, s'il n'y a pas de changement, il a juste à valider son profil. S'il y a un changement, mais il suffit de modifier l'information qui a changé. Et nous, en même temps que la déclaration trimestrielle de RSA ou de prime d'activité, on aura ce déclaration de changement de situation à traiter. Mais je rappelle, l'allocataire, il ne doit pas attendre de faire sa déclaration trimestrielle pour nous déclarer un changement. Il faut vraiment que ça soit dans ses habitudes, dès qu'il y a un changement de situation, d'aller faire la déclaration sur son profil. Donc là, on arrive sur l'écran de déclaration des ressources trimestrielles. Donc, on arrive sur l'écran de la dernière déclaration trimestrielle RSA ou prime d'activité. Donc, les ressources à déclarer, ce sont les ressources de l'allocataire, du conjoint éventuel et des enfants de plus de 14 ans. Donc, en fait, à retenir, il faut déclarer toutes les natures de ressources, les salaires, les indemnités chômage, les pensions alimentaires, y compris celles versées par la CAF par l'intermédiaire de la RIPA, les stages ou les formations rémunérées, les revenus du patrimoine. Si l'allocataire, il n'a aucune ressource, il doit juste cliquer sur « Je n'ai aucun revenu ». Je déclare ce que j'ai perçu sur le mois. Alors ça, c'est important. En fait, les ressources sont à déclarer sur le mois de perception. Par exemple, votre salaire d'août est versé le 5 septembre, vous ne devez pas le déclarer sur le mois d'août, mais sur le mois de septembre. Et ça, c'est valable pour toutes les natures de revenus. On prend vraiment les revenus du mois de perception et pas du mois auquel il se rattache. Et bien évidemment, depuis le 1er janvier 2024, c'est le montant net social qui doit être déclaré. Donc, il est indiqué sur les bulletins de salaire et également sur les relevés de prestations, que ce soit les pensions de retraite, les allocations chômage, etc. Si malheureusement le montant net social n'apparaît encore pas, on indique aux allocataires de déclarer le montant net à payer avant retenue pour prêt, saisie, avant prélèvement à la source. En fait, ce qu'on faisait avant l'obligation d'utiliser le net social. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Je vous écoute. Pardon, je ne sais pas depuis combien de temps elle est levée. Ah, les compagnons d'Emmaüs, c'est particulier, effectivement. Alors là, comme ça, je ne vais pas vous répondre. Je préfère aller revérifier dans les législations. Ça dépend en fait de plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre adresse mail et je vous recontacterai? Je me note la question. Ah. Parce que j'ai la réponse, mais je préfère aller vérifier
parce que c'est tellement compliqué la législation, notamment pour les compagnons d'Emmaüs, plutôt que de vous dire une bêtise. Donc, sinon, je remettrai la réponse pour les compagnons d'Emmaüs sur la conversation de la réunion. Si ça vous va, comme ça, tout le monde aura la réponse. De rien. Alors là, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que l'allocataire doit déclarer dans ses déclarations trimestrielles, mais en fait, il faut considérer qu'en fait, tous les revenus, à part les prestations familiales, sont à déclarer. Donc, ça va être les salaires, les indemnités de stage, le chiffre d'affaires, déduction faite de l'abattement forfaitaire fiscal applicable en fonction du secteur d'activité des auto-entrepreneurs, les indemnités de chômage, les indemnités journalières maladie, maternité, paternité ou accident de travail, les pensions d'invalidité, vieillesse, réversion, rente accident de travail, les pensions alimentaires, comme je vous l'ai dit, y compris celles versées par l'intermédiaire de la RIPA. Vous savez que le service, donc c'est de recouvrement des pensions alimentaires, peut s'occuper de collecter la pension alimentaire auprès du débiteur pour la reverser au créancier, qui a un impayé ou non de pension alimentaire. C'est le service de l'intermédiation financière. Bien souvent, on s'aperçoit que les allocataires oublient de le déclarer parce que vu que ce n'est pas perçu directement par l'ex-compagnon, non, il faut bien, lorsque c'est la RIPA qui verse la pension alimentaire, il faut bien la déclarer. Même si nous, on a des automates qui nous permettent de récupérer ces pensions-là, c'est toujours a posteriori et du coup, ça génère des indus. Donc, vraiment, bien penser à déclarer ces pensions alimentaires-là. Et comme je vous l'ai dit également, tous les revenus sont à déclarer sur le mois de perception. Donc, une fois que l'allocataire a terminé sa déclaration de ressources, un récapitulatif des informations s'affiche avant de validation pour envoi à la CAF. Ensuite, une fois qu'il valide, il reçoit une confirmation de sa déclaration trimestrielle de ressources et il a également la possibilité de télécharger ce récapitulatif. Il reçoit également un accusé de réception. Donc, une fois que sa déclaration trimestrielle est terminée, rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine déclaration. Sauf si, bien évidemment, il y a un changement de sa situation. Il faut qu'il nous le signale avant le renouvellement trimestriel. Donc, là, j'ai refait un petit focus sur le net social parce qu'on s'aperçoit que même si c'est obligatoire depuis le 1er janvier de cette année, ce n'est pas forcément encore un réflexe pour les allocataires. Ceci dit, c'est bien marqué quand ils font leur déclaration trimestrielle en ligne que c'est le net social qu'ils doivent déclarer. Donc, le montant net social est obligatoire pour les demandes et déclarations trimestrielles de RSA et de primes d'activité. Il est présent sur les bulletins de salaire et le relevé de prestations si l'usager perçoit des revenus de remplacement. Il est directement calculé par l'employeur ou l'organisme qui verse des prestations ou des indemnités. Donc, dans tous les cas, l'usager doit penser à déclarer toutes ses ressources pour éviter. Merci Thomas. Du coup, vous avez la réponse pour les compagnons d'Emmaüs. Donc, dans tous les cas, l'usager doit penser à déclarer toutes ses ressources pour éviter les erreurs de déclaration. Donc, rente accident de travail, maladie professionnelle, pension d'invalidité ou de vieillesse, allocation chômage, indemnité journalière, maladie, maternité et revenus des travailleurs indépendants. Un petit aparté quand même sur les compagnons d'Emmaüs. Ils ne peuvent pas bénéficier du RSA en cas footman. Ça, voilà, c'est un accord qu'on a avec le conseil départemental. Par contre, du coup, effectivement, ils pourront bénéficier de la prime d'activité. Donc, je te remercie encore, Thomas, pour la recherche. Donc, les bonnes pratiques en matière de déclaration trimestrielle RSA, PPA. Si je suis salarié et que je n'ai qu'un employeur, ce n'est pas très compliqué. Je prends mon bulletin de salaire et je cherche mon montant net social. Si j'ai plusieurs employeurs, je prends tous mes bulletins de salaire et j'additionne mon montant net social de chaque employeur. Si je suis travailleur indépendant, en fait, rien ne change. Le montant net social n'est pas applicable pour les revenus de travailleurs indépendants. En fait, comme actuellement, on va leur demander leur chiffre d'affaires. Il peut arriver également que je suis salarié et que le montant net social apparaisse en négatif sur le bulletin de salaire, parce qu'il y a des régularisations internes.
À ce moment-là, bien évidemment, qu'on ne peut pas déclarer un montant négatif, il faudra inscrire en fait 0 dans la case salaire. Pour les allocations chômage, c'est également le montant d'aide sociale qui figure sur les relevés de situation donc fournis par France Travail. Pour la retraite, eh bien, c'est également le montant d'aide sociale qui figure sur les relevés de prestations. Les indemnités journalières de sécurité sociale, qu'elles soient versées par la Caisse primaire d'assurance maladie ou la MSA, c'est également le montant d'aide sociale qui doit figurer sur les relevés de prestations. En revanche, là, il y a une petite particularité, si les indemnités journalières sont subrogées, c'est-à-dire qu'elles sont versées par mon employeur, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Le montant, en fait, il suffit juste de reporter le montant d'aide sociale qu'il y a sur le bulletin de salaire, en fait. Parce qu'en fait, le montant d'aide sociale du bulletin de salaire, lorsque les IJ sont subrogés, intègre le montant de ces IJ subrogés. Donc, en fait, c'est plus facile pour l'allocataire. Quand les IJ sont subrogés, il a juste à regarder son bulletin de salaire. A contrario, un allocataire dont les IJ ne seraient pas subrogés, il doit reporter dans la case salaire le montant d'aide sociale qu'il y a sur son bulletin de salaire et dans la case indemnité journalière de maladie, le montant des IJ qui figure sur le relevé de prestation de la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il peut arriver encore que malheureusement, il n'y ait pas de montant d'aide sociale qui figure sur le bulletin de paie ou sur les relevés de prestations, alors que c'est quand même obligatoire depuis le 1er janvier 2024. À ce moment-là, sur le CAF.fr, ça indiquait à l'allocataire, parce qu'on ne va quand même pas le pénaliser, ce n'est pas de sa faute, d'indiquer le montant net à payer avant retenue pour prêt, saisie et avant prélèvement à la source, comme on faisait avant. Après, en cas de difficulté, il peut également accéder au montant net social sur le site Portail des droits sociaux, rubrique Vos ressources. Donc, c'est sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. S'il perçoit d'autres prestations sociales, mais ça, c'est ce qu'on faisait déjà avant, les autres prestations versées par la CAF, bien évidemment, il ne doit pas les déclarer puisque nous, on les prend en compte automatiquement. Donc voilà, donc là, un petit rappel, s'il ne trouve pas son montant net social sur son bulletin de salaire ou ses relevés de situation de France Travail ou de la Caisse primaire d'assurance maladie, il peut se rendre sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Après, nous, on n'a pas été trop embêtés. On a toujours, depuis la mise en place obligatoire du montant net social, mis à part pour la Caisse primaire d'assurance maladie, mais sur les bulletins de salaire, il apparaît bien. Voilà pour ce webinaire du mois de septembre, de la rentrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, mais aussi sur d'autres questions? Oui, bien sûr, il sera mis à disposition dans la conversation, le PowerPoint. Et le PDF, le PowerPoint ou le PDF des aides du règlement intérieur de l'action sociale? Oui, il sera mis à disposition, pas de souci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.